Juin 1943. Un groupe de pilotes de la RAF se tient sur un aérodrome dans le sud de l'Angleterre, fixant du regard leurs Typhoons. Quelque chose ne va pas. Boulonnés sous chaque aile se trouvent 4 tubes d'acier rudimentaires, chacun se terminant par une ogive de la taille d'un petit enfant. On a dit aux pilotes, ce sont des roquettes, elles ressemblent à des fournitures de plomberie attachées à un avion de chasse. Un pilote pose la question évidente. Comment sommes-nous censés viser avec ces engins? La réponse arrive. Vous piquez sur la cible, pointez le nez et priez pour que ça marche. En moins de 12 mois, des commandants allemands comme Speidel et Schweppenburg attribueraient à ces roquettes britanniques rudimentaires la paralysie de leurs opérations blindées. Ils se trompaient sur les chiffres, mais ils avaient raison sur ce qui comptait. Le problème auquel faisaient face les ingénieurs britanniques au début de 1941 était simple à énoncer et apparemment impossible à résoudre. Rommel était arrivé en Afrique du Nord avec des Panzer III et des Panzer IV, et la Desert Air Force ne disposait d'aucune arme capable de les détruire depuis les airs. Les bombes nécessitaient des coups directs que les pilotes pouvaient rarement obtenir contre des véhicules en mouvement. Les mitrailleuses rebondissaient sur les plaques blindées. Le canon Vickers S de 40 mm monté sur le Hurricane 2D pouvait percer un blindage léger, mais tout ce qui était plus épais repoussait ces obus. Des canons plus gros étaient hors de question. Les forces de recul seules auraient disloqué un chasseur monomoteur. La RAF avait besoin de quelque chose capable de délivrer la puissance d'un obus naval sans le poids et le recul d'un canon naval. Sir Henry Tizard, le conseiller scientifique en chef du gouvernement, convoqua un comité pour étudier le problème. La solution vint de Fort Halstead dans le Kent, où l'établissement de développement de projectiles travaillait sur les roquettes depuis le milieu des années 1930. Le raisonnement était d'une élégante simplicité. Si vous ne pouvez pas tirer un obus lourd depuis un canon, placez un moteur fusée derrière à la place. Les roquettes ne génèrent aucun recul. Elles peuvent être montées sur des rails légers et un seul chasseur pourrait en transporter suffisamment pour délivrer une salve dévastatrice. Le seul problème était que la Grande-Bretagne n'avait jamais déployé avec succès des roquettes air-sol en combat. Cela était sur le point de changer. La recherche britannique sur les roquettes avait en fait commencé en 1935 lorsque Sir Alwyn Douglas Crowe, à l'Arsenal Royal, commença à étudier les roquettes comme armes anti-aériennes. Crowe inventa un nouveau propulseur, appelé Cordite, sans solvant, et prit la direction de l'établissement de développement de projectiles à Fort Halstead en 1936. Le hangar de remplissage expérimental de l'installation, datant de 1938, existe encore aujourd'hui comme le plus ancien bâtiment spécialement construit pour les roquettes subsistant en Angleterre. En juillet 1940, l'équipe de Crowe avait déployé des roquettes de batterie Z en défense côtière. C'étaient des armes rudimentaires, mais elles fonctionnaient. Churchill lui-même exigeait des rapports d'avancement hebdomadaires. La technologie existait. Le comité proposa simplement de la diriger contre les chars au lieu des avions. Les essais en vol commencèrent à la base de la RAF de Farnborough en juin 1942, en utilisant des Hurricanes. L'équipe de développement testa l'arme sur des Hurricanes, des Hudson, des Swordfish, des Boston et des Sea Hurricanes jusqu'en novembre de cette année-là. L'arme qui en résulta fut désignée RP3 pour Rocket Projectile 3-inch, projectile roquette de 3 pouces. La conception était délibérément simple. Un tube d'acier de 3 pouces et un quart de diamètre externe et de 55 pouces de long rempli de propulseurs à base de cordite. 4 petites ailettes à l'arrière induisaient une rotation stabilisatrice. L'ogive se vissait à l'avant. Allumage électrique via un câble en queue de cochon. Aucun mécanisme complexe, aucune ingénierie de précision, une arme qui pouvait être produite en masse dans des usines fabriquant déjà des douilles d'obus. L'ogive initiale pesait 25 livres et était conçue pour la lutte anti-sous-marine, un projectile en acier durci capable de percer la coque pressurisée d'un sous-marin. Contre les chars, elle se révéla inadéquate. Le Tigre 1 possédait 100 mm de blindage frontal. Le projectile de 25 livres ne pouvait pénétrer que 78 à 88 mm selon l'angle et la distance. Les ingénieurs britanniques avaient besoin de quelque chose de plus lourd. La solution fut l'ogive semi-perforante de 60 livres, un obus de 6 pouces de diamètre contenant environ 12 livres d'explosifs de remplissage, du TNT ou de l'amatol selon la variante, suffisamment pour, selon les rapports, arracher proprement la tourelle d'un char. C'était l'ogive qui allait définir la réputation du RP3. L'arme complète pesait environ 47 kg, avec la tête de 60 livres. Le moteur fusée générait 1800 livres de poussée pendant environ 1 seconde,
accélérant le projectile à une vitesse de lancement de 750 pieds par seconde. La dotation standard était de 8 roquettes, 4 par aile, montées sur des rampes de lancement en acier. Ce premier rail Mark pesait un pénalisant 480 livres par jeu et coûtait au Typhoon 38 miles par heure de vitesse maximale. L'avion traînait essentiellement l'équivalent en acier d'une petite voiture à travers le ciel. Plus tard, les rails en aluminium Mark III réduisirent ce poids de moitié, mais la pénalité restait significative. Un Typhoon transportant 8 roquettes de 60 livres délivrait l'équivalent en souffle d'une bordée d'un croiseur léger. 96 livres d'explosifs puissants en un seul passage. L'impact psychologique de cette puissance de feu, arrivant avec un rugissement caractéristique à basse altitude, était énorme. Mais il y avait un problème qui allait hanter l'arme tout au long de son service. Personne n'arrivait à toucher quoi que ce soit avec. Les pilotes visaient en utilisant le viseur réflecteur standard GM2, modifié avec une ligne de visée abaissée pour compenser la trajectoire de la roquette. En théorie, on tiquait à environ 60 degrés. On plaçait la cible dans le viseur et on tirait. En pratique, l'arme était d'une imprécision presque comique. Les roquettes avaient une chute gravitationnelle significative, une haute sensibilité au vent latéral et une dépendance extrême à l'angle de piqué précis et à la vitesse de tir. Les essais enregistrèrent une dispersion moyenne de 13 pieds 6 pouces à 1000 pieds, soit environ 0,8 degrés d'écart angulaire. Mais les véritables tueurs de précision étaient le dérapage latéral et la charge en grammes. Les tests de la RAF avertissaient que 4 degrés de dérapage latéral pouvaient déplacer l'impact d'environ 50 yards aux distances de combat. Un moment de stress ou un léger écart aux commandes pouvait disperser les roquettes à travers un champ entier. Le RP-3 fit couler son premier sang en mer, pas sur terre. Le 23 mai 1943, un Swordfish du 819e escadron aéronaval attaqua le U-752 avec des roquettes équipées de têtes en fonte pleine. L'une d'elles perça proprement la coque pressurisée du sous-marin. Incapable de plonger, l'équipage s'aborda le bâtiment. 5 jours plus tard, un Hudson du 608e escadron détruisit un autre sous-marin exclusivement par tir de roquettes en Méditerranée. Les essais avaient révélé une propriété remarquable. Les roquettes tirées à angle rasant courbaient vers le haut à travers l'eau de mer, perçant les coques sous la ligne de flottaison. Cela rendit les bateaux de la Flag dans le golfe de Gascogne intenables. La transformation vers l'attaque au sol commença avec le Typhoon. Cet avion était entré en service au milieu de 1941 comme intercepteur de moyenne altitude. Mais il était en proie à des grippages des moteurs, des ruptures fatales de queue et des fuites de monoxyde de carbone dans le cockpit qui tuaient les pilotes en vol. Il fut sauvé de l'annulation par une seule vertu. C'était le seul chasseur de la RAF assez rapide à basse altitude pour rattraper le Focke-Wulf 190. À la fin de 1942, des supports de bombes en firent une plateforme d'attaque au sol. Les premiers essais de roquettes sur Typhoon eurent lieu en juin 1943 et en octobre, le 181e escadron effectua les premières attaques opérationnelles de Typhoon à la roquette, frappant la centrale électrique de Caen le 25. Pour le jour J, la deuxième force aérienne tactique alignait 18 escadrons opérationnels de Typhoon, dont 11 armés de roquettes. Maintenant, avant de voir comment ces roquettes se comportèrent au combat, si vous appréciez cette plongée approfondie dans l'ingénierie britannique, abonnez-vous. Cela prend une seconde, ne coûte rien et aide la chaîne à grandir. Très bien, voyons ce qui s'est passé quand le RP-3 a rencontré les blindés allemands en Normandie. Les Britanniques développèrent un système tactique appelé la cab rank, la file de taxi. Les Typhoons patrouillaient en circuit d'attente à environ 10 000 pieds au-dessus des lignes de front. Des contrôleurs aériens avancés, typiquement un pilote expérimenté au combat associé à un officier de l'armée de terre, se déplaçaient avec les troupes avancées dans des véhicules équipés de radios VHF. Quand ils identifiaient une cible, ils la marquaient avec des obus fumigènes de couleur et appelaient les avions. Pendant qu'une patrouille attaquait, une autre était déjà en approche et une troisième se ravitaillait. Le temps de réponse fut réduit à environ 30 minutes. Les commandants au sol disposaient d'une artillerie sur appel avec la puissance d'une bordée navale. Le 10 juin 1944, le renseignement ultra révéla l'emplacement du quartier général du Panzergruppe West au château de Laeken. C'était la seule organisation allemande à l'ouest capable de coordonner plusieurs divisions blindées. 42 Typhoon tirèrent 136 roquettes, tandis que 61 Mitchells larguèrent 536 bombes. La frappe tua 18 officiers d'état-major, dont le chef d'état-major, blessa le commandant et détruisit 75% de l'équipement de communication. Le quartier général ne fonctionna plus pendant 3 semaines. À la période la plus critique de la campagne de Normandie, les pertes alliées furent de 0.
Le 17 juillet, des Typhoons mitraillèrent un convoi au sud-ouest de Caen. Parmi les véhicules se trouvait la voiture d'état-major du maréchal Rommel. Rommel souffrit d'une fracture du bassin, de la mâchoire et des côtes. Le plus célèbre commandant allemand en France fut effectivement retiré de la guerre par une rencontre fortuite avec des chasseurs armés de roquettes. Puis vint Mortain, le 7 août 1944. Hitler ordonna au 47e corps blindé, des éléments de 4 divisions blindées comptant environ 177 chars et canons d'assaut, de contre-attaquer en direction d'Avranches. L'objectif était de couper la percée de Patton et de rétablir la ligne allemande. C'était la plus grande offensive blindée allemande depuis les contre-attaques initiales du jour J. Le brouillard matinal se leva à midi et une patrouille de 2 Typhoons repéra une colonne blindée de 5 miles de long se dirigeant vers l'ouest. En quelques minutes, le système de file de taxi s'activa. Des avions qui avaient patrouillé paisiblement au-dessus des nuages piquèrent maintenant en hurlant vers les blindés allemands. Ce qui suivit devint connu comme le jour du Typhoon. 294 sorties, 288 roquettes tirées, 80 tonnes de bombes larguées. Les pilotes revendiquèrent 84 chars détruits et 38 probables. Les attaques se poursuivirent jusqu'à ce que l'obscurité rende toute opération supplémentaire impossible. Le chef d'état-major de l'armée allemande signala que l'attaque avait été stoppée net à 13 heures en raison des chasseurs bombardiers. La contre-offensive ne s'en remit jamais. Eisenhower lui-même déclara que le mérite principal dans l'écrasement du fer de lance ennemi devait revenir aux avions Typhoon tireurs de roquettes. Les équipes de recherche opérationnelle allaient plus tard parcourir le champ de bataille et constater que les pertes réelles de véhicules causées par les roquettes étaient bien inférieures aux revendications des pilotes. Un point sur lequel nous reviendrons. C'est ici que l'histoire se complique. Après la bataille, les équipes britanniques de recherche opérationnelle parcoururent le champ de bataille et examinèrent les véhicules détruits pour déterminer les causes réelles de destruction. À Mortain, sur 78 véhicules blindés allemands trouvés détruits, seuls 9 étaient attribuables à une attaque aérienne, contre des revendications de pilotes de 252 chars détruits. Le facteur de surestimation était d'environ 15 à 25 fois. Dans la poche de falaise, où les pilotes de Typhoon revendiquèrent des centaines de chars, les équipes ne trouvèrent que 17 véhicules détruits par frappe de roquettes seuls, sur 344 chars et canons automoteurs récupérés. Le test le plus accablant eut lieu dans des conditions idéales de temps de paix. Pas de tir anti-aérien, pas de stress de combat, temps clair, cible stationnaire. 4 Typhoons tirèrent la totalité de leurs 64 roquettes sur un char Panthère prépeint. Seuls 3 touchèrent. C'est un taux de précision de 4,69% dans les meilleures conditions possibles. En combat réel, les conditions étaient catastrophiquement pires. Selon un rapport conjoint de recherche opérationnelle, la probabilité de toucher par roquette contre une cible de la taille d'un char était d'0,5%. Atteindre une probabilité de 50% de marquer au moins un coup nécessitait 140 roquettes provenant de 18 sorties. L'estimation couramment citée est qu'environ 800 roquettes étaient nécessaires pour toucher un seul char en conditions de combat. Alors, les roquettes étaient-elles inutiles? La réponse est plus intéressante qu'un simple non. Le témoignage allemand est accablant sur un point. L'effet psychologique était dévastateur. Le général Geir von Schweppenburg déclara à ses interrogateurs américains que les avions britanniques porteurs de roquettes avaient stoppé la contre-attaque à Avranches et non la 30e division d'infanterie américaine. Le général Speidel écrivit que les opérations blindées furent complètement anéanties exclusivement par les forces aériennes alliées. Rommel lui-même avait signalé à Berlin le 12 juin, avertissant que les opérations étaient rendues extraordinairement difficiles et en partie impossibles à mener. Un grenadier blindé SS, nommé Horst Weber, se souvint des attaques de Typhoon au sud d'Arnhem. Nous avions 4 chars Tigre et 3 chars Panthère, mais alors les Typhoon ont largué ces roquettes sur nos chars et les ont tous réduits en miettes. Et nous avons pleuré. Que les chars de Weber aient été réellement détruits par des roquettes ou abandonnés par leurs équipages importe moins que ce que le témoignage révèle. Les soldats allemands croyaient sincèrement que le RP-3 pouvait anéantir les blindés lourds. Cette croyance changea leur comportement. Les équipes de recherche opérationnelle trouvèrent à maintes reprises des véhicules abandonnés intacts ou avec seulement des dommages superficiels. Les équipages allemands fuyaient au premier son des moteurs de Typhoon. Même s'ils auraient été parfaitement en sécurité en restant à l'intérieur de leur blindage, le rugissement explosif de la roquette de 60 livres, combiné au son caractéristique du moteur du Typhoon, créait une réaction de terreur qui supplantait la logique tactique. Les déplacements furent restreints à la nuit uniquement, réduisant de manière catastrophique le tempo opérationnel allemand. Les unités blindées qui auraient dû se masser pour contre-attaquer
restaient dispersés et cloués sur place, attendant une couverture aérienne qui ne venait jamais. Au-delà de la peur, les roquettes dévastaient les véhicules à peau mince. Camions-citernes, camions de munitions, colonnes de ravitaillement, voitures d'état-major et le transport hippomobile dont l'armée allemande dépendait encore. À Falaise, le commandant d'escadre Desmond Scott décrivit le carnage. La route était bondée de véhicules ennemis, chars, camions, semi-chenillés, même des charrettes tirées par des chevaux et des ambulances, pare-choc contre pare-choc. En quelques secondes, toute la portion de route explosait et brûlait. La destruction des lignes logistiques priva les chars de carburant et de munitions. Le général Eberbach reconnut que la perte de chars par manque de carburant était supérieure à celle causée par toutes les armes ennemies combinées. Les roquettes n'avaient pas besoin de percer le blindage. Elles avaient seulement besoin de détruire les camions-citernes qui maintenaient les Panzers en mouvement. Le RP-3 resta en service dans les forces britanniques pendant plus de 2 décennies. Les énormes stocks de guerre le maintinrent sur les avions de première ligne durant la transition de l'hélice au réacteur. Il arma des Vampires, des Venom, des Météores, des Sea Furies et des Hawker Hunter. La force aérienne royale australienne l'emporta sur des Météores en Corée. La marine royale le tira depuis des Sea Furies pendant le même conflit. Son utilisation au combat se poursuivit durant l'urgence malaise, la guerre de Corée et la crise de Suez. L'arme engendra également des descendants directs. Le triple RP fixait 3 moteurs derrière une unique ogive de 180 livres pour le Sea Fury. L'Uncle Tom utilisait 6 moteurs derrière un ensemble de 1000 livres conçu pour percer les ceintures blindées des navires. La chaîne évolutive du RP-3 à l'Uncle Tom, puis au missile guidé Red Angel, retrace la transition des armes anti-navires non guidées aux armes guidées dans la marine royale d'après-guerre. Le dernier déploiement majeur de l'arme eut lieu pendant l'urgence d'Aden en 1964, quand des Hunter FGA-9 effectuèrent 642 sorties et tirèrent 2580 roquettes contre des rebelles soutenus par le Yémen. Les frappes inclurent la destruction du fort Harib, démontrant que l'arme restait létale contre des fortifications fixes, même si les chars avaient toujours été au-delà de ses capacités. Le RP-3 resta officiellement en service dans les forces britanniques jusqu'à la fin des années 1960, la plupart des sources situant sa période de service de 1943 à 1968. Il fut remplacé par des roquettes françaises SNEB en pods Matra, plus petites et plus précises, suivant la philosophie de conception inaugurée par le R4M allemand. Le HVAR américain atteignait presque le double de la vitesse et une meilleure précision grâce à un propulseur supérieur, à 950 miles par heure contre environ 500 pour le RP-3. La trajectoire plus tendue améliorait significativement la précision. Ces 500 miles par heure étaient rapides, mais loin d'être supersoniques. La roquette américaine, plus d'1 million de VAR furent produits pendant la guerre, dépassant largement la production britannique. Pourtant, la roquette britannique emportait une ogive plus lourde, avec 35% de puissance explosive en plus, délivrant un effet de souffle supérieur par projectile. Les roquettes soviétiques RS-82 étaient minuscules en comparaison, ne contenant que 0,4 kg d'explosifs contre 5,4 kg pour le RP-3. L'arme britannique délivrait plus de 13 fois plus d'explosifs par roquette. Les pilotes soviétiques considéraient leurs roquettes comme inefficaces contre les blindés et préféraient le tir au canon. Les données d'essai étaient encore plus sombres que les résultats britanniques. Le RS-132 enregistrant 0 coup au but en 134 tirs lors d'un essai. Les roquettes allemandes arrivèrent trop tard pour changer quoi que ce soit. Le Werfer Granate 21 était adapté de lanceurs terrestres pour un usage RR contre les formations de bombardiers, pas pour l'attaque au sol. L'innovant R4M adopta l'approche opposée du RP-3, tirant des salves de minuscules roquettes de 4 kg à haute vitesse. Il n'apparut qu'en décembre 1944, avec moins de 50 000 exemplaires produits. Le concept allait s'avérer influent après la guerre, mais il n'eut aucun impact sur les combats. Le RP-3 ne fut jamais le tueur de chars de précision de la légende. La recherche opérationnelle d'après-guerre le prouva sans l'ombre d'un doute. C'était quelque chose de plus utile. Une arme qui pouvait être produite en masse à bas coût, montée sur des chasseurs existants sans modification et délivrée avec assez de bruit et de fureur pour paralyser une force blindée entière. Les statistiques disent qu'elle ne touchait presque rien. Les généraux allemands disent qu'elle les a stoppés net. Les deux affirmations sont vraies. La roquette britannique rudimentaire n'avait pas besoin de détruire les chars. Elle avait seulement besoin de faire croire à leurs équipages qu'elle le pouvait. Cela suffit à changer le cours de la guerre en Normandie. Ils ne construisirent pas une arme de précision.
Ils construisirent les deux,